Coucou, c'est Mona sur Note à moi-même. Avant de commencer cet épisode, je voulais simplement te poser une petite question. Tu fais quoi le 12 décembre? Avec Ophélie, tu sais, ma coach business dont je te parle tout le temps, on s'est lancé un pari un peu fou. Organiser la plus incroyable soirée business de l'année au Grand Rex. Oui, dans l'incroyable salle du Grand Rex. L'objectif, aller encore plus loin ensemble. Imagine 2 secondes si tu comprends enfin comment avoir encore plus de chiffre d'affaires sereinement et encore plus de visibilité pour attirer à toi toutes les opportunités dont tu rêves. C'est exactement ce qu'on va t'apprendre à faire le 12 décembre. On a prévu des conférences, des coachings sur scène, des rires, des pleurs, des rencontres, tout ce qu'il faut pour clôturer 2025 en beauté et arriver en 2026 prête à exploser tous tes objectifs. Alors viens découvrir ce que c'est vraiment l'abondance, prends ta place avec le lien dans ma bio. Le 12 décembre, on va aller chercher encore plus au Grand Rex. Une expérience par Ophélie de Sutter et Mona Boutita. Parce que le prochain niveau, c'est maintenant. Hello Laura! Hello Mona! Je suis trop contente de te recevoir sur Note à moi-même. Merci beaucoup pour l'invitation, très contente d'être là. Ouais, je sais que tu fais plein de trucs, t'as Coco Kombucha, en même temps tu fais des retraites de yoga, t'es prof de yoga, tu fais aussi du coaching, tu fais plein de choses. Et on s'était, nous, rencontrés au mastermind de Thibault Louis à Tarazout, où justement tu nous avais parlé de ça, de comment tu t'organisais pour réussir à faire autant de choses dans ta vie d'entrepreneur et en même temps travailler pas tant que ça, donc ce qui était plutôt intéressant. Et du coup, j'étais trop curieuse d'en savoir plus et de te recevoir sur le podcast pour pouvoir faire partager ça aussi à tous ceux qui écoutent Note à moi-même. Donc, on a plein de trucs à se raconter. Et pour commencer, peut-être tu peux nous raconter ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait avant de devenir entrepreneur? Excellente question. J'ai fait un parcours assez scolaire. J'ai fait prépa, école de commerce à l'EM Lyon. Ensuite, je me suis lancée dans le conseil en stratégie parce que j'étais intéressée par plein de sujets et c'est un job qui est passionnant. Tu changes de mission toutes les 3 semaines. Et j'ai démissionné 3 jours avant le confinement en 2020 en me disant c'est cool comme job, mais travailler autant, finir tous les soirs à minuit, c'est un peu dommage. Il y a d'autres choses, à mon avis, dans la vie à faire et surtout à notre âge. Et donc, je me retrouve pendant le confinement. Je voulais de base partir au Brésil pour au moins 1 an. C'était forcément pas le bon moment. Et du coup, une amie vient vers moi, me parle du kombucha. Et comme j'avais un peu de temps, j'ai commencé à étudier le marché. Et comme j'avais toujours voulu entreprendre, je me suis dit, bon, on teste, on verra bien. Au pire, mon père m'a dit, ce sera comme un MBA et tu perds 10 000 €, c'est pas très grave. Et je me suis dit, allez, ça m'avait pas l'air très compliqué. C'était un peu naïf d'entreprendre dans la boisson. Mais 1 an après, j'adorais ce que je faisais, j'adorais l'entrepreneuriat. Donc, j'ai continué. Trop bien. Et donc, tu as dit que tu avais toujours voulu entreprendre? Oui, c'est un peu ce que je disais aux oraux d'école de commerce, etc. Tu vois, c'est marrant, en fait. Je l'ai vu après coup, en fait. Mais ouais, je trouvais ça, je pense, cool de créer son entreprise. Et j'avais pas l'impression d'avoir des entrepreneurs dans ma famille, mais en fait, si, parce que mes grands-parents étaient tous les 4 dans le commerce. Donc, ils avaient leur entreprise. Et ensuite, ma mère a lancé son cabinet d'expertise comptable. Donc, pas l'entrepreneuriat, mais quand même être gérante d'une entreprise aussi. Et finalement, je pense que ça joue aussi, ça plante des graines, tu vois. Et alors, il y a quand même un événement qui s'est passé pendant le Covid, qui a un peu changé aussi ta manière d'entreprendre. Tu peux nous en parler? Oui, c'est ça. Du coup, prépa, conseil, je travaillais tout le temps, j'écoutais jamais mon corps. Et je pense que ça m'a un peu rattrapée avec le Covid. J'ai fait un Covid long, du coup. En fait, ça a commencé par... je sentais que j'étais fatiguée, mais bon, tu vois, on se dit, bon, non, on passe outre. Et du coup, j'avais une péricardite, une inflammation au cœur. Donc, on a commencé par m'aliter 2 mois, puis 6 mois. Pour moi qui surfais, qui voyageais, qui travaillait comme une dingue. Et en plein lancement, je venais de produire pour 40 000 € de bouteilles. Un peu dur, mais ouais, du coup, j'ai mis quand même 2-3 ans à m'en remettre. Ça a été vraiment une épreuve. J'avais 2 heures d'énergie par jour. Je dormais toute la journée. Enfin, mon corps était vraiment out, quoi. Et surtout, aucun médecin savait me dire ce que j'avais. J'ai fait tous les médecins de France, Covid long, maladies rares. Et ouais, hyper compliqué. Même mon cerveau était au ralenti. Donc, frustrant pour moi qui avais l'habitude d'aller très vite. Et donc, ça a un peu, effectivement, changé ma manière d'entreprendre, de voir les choses et de voir la vie aussi. Ouais. Et là, du coup, c'est quoi? T'es partie chez tes parents? T'es rentrée Exact, ouais. En fait, j'avais les symptômes, j'avais commencé à faire quelques analyses, tu vois, de fatigue, je sentais qu'il y avait un truc
qui allait pas. Et j'étais quand même au Maroc, en train de surfer. Mais j'ai fait une intoxication alimentaire où j'ai fini à l'hôpital, mais vraiment très grave, tu vois. Enfin, j'ai déjà eu des intoxications alimentaires, je pense que tout le monde en a eu. Et là, j'ai eu le déclic, parce que je suis partie avec les urgences, etc., de me dire, OK, il y a un truc qui va pas, je rentre en France et je fais des analyses. Et ouais, du coup, là, je suis retournée chez mes parents pour me reposer, pour remettre un peu les choses au clair et faire des analyses. Et voilà, retour chez mes parents, c'était quoi, 25, 26 ans, ouais. Et après, tu t'es soignée, enfin, c'est parti tout seul au bout d'un moment ou Ouais, ça a été très long, mais j'ai testé beaucoup de choses. Bah, déjà, je pense que le repos, c'était essentiel, donc il y a toute cette phase-là. J'ai fait naturopathe, tous les médecins, compléments alimentaires, rééducation. Mais oui, au fur et à mesure, c'est parti. Et là, dernièrement, le travail que je faisais, que je continue encore un peu, c'est le système nerveux. Je pense qu'on a un peu tous des problèmes où on est tout le temps en alerte. Et je pense que en fait, on le sait pas, mais c'est nécessaire pour le corps de se sentir au repos, tout simplement pour pouvoir guérir, en fait. Sinon, son énergie, elle est à être en alerte. Et je pense que moi, ça a été ça pendant longtemps aussi, c'est que mon corps était encore en alerte, tu vois. Donc, il avait du mal à se guérir tout seul. Ouais. Et alors, comment tu fais du coup là pour réguler ton système nerveux au quotidien? Du coup, c'est vraiment là que le yoga a pris une place importante dans ma vie. Quand j'avais 2 heures d'énergie par jour, je commençais avec 5, 10 minutes. Le yoga, la respiration, et j'ai vu la différence que ça faisait. Et c'est pour ça que j'aime bien être à Tarazout aussi. Déjà, près de l'océan, ça détend. De pouvoir marcher dans la nature, hyper important. Être loin des écrans quand on peut, donc pas être connecté toute la journée. C'est vraiment des choses qui sont essentielles. Et après, ouais, la respiration aussi. Par exemple, la cohérence cardiaque, c'est super, super important. Et là, tu arrives à le faire plusieurs fois par jour, la cohérence cardiaque Alors, pendant longtemps, j'ai galéré. Je n'aimais pas la respiration. Et là, je suis accompagnée par mon ami Kylian qui a Hypergrowth et Ulysse aussi. Et Ulysse est mon partenaire d'accountability. C'est-à-dire que tous les jours, je dois lui envoyer que j'ai fait mes 15 minutes. Et c'est la première fois que j'y arrive, du coup, depuis 2 mois. Et maintenant, mon corps aime bien, parce qu'il a compris que ça lui faisait du bien. Tu vois, c'est marrant, c'est un peu comme ceux qui adorent aller courir, alors que bon, c'est pas hyper fun de base. C'est assez cool d'arriver à cette phase-là. Donc, j'espère que je vais le tenir, mais d'avoir un partenaire, Ouais. c'est cool. Donc là, tu fais 15 minutes de cohérence cardiaque par jour. Oui. Et tu vois la diff. Ouais, je vois la diff. Ça détend vraiment. J'essaye de faire le matin, le midi et le soir. En fait, rien que 5 minutes, déjà, ça te fait revenir dans le corps. Ah oui, tu fais 5, 5, 5. T'as déjà testé, du coup? Bah pareil, oui, j'ai déjà testé, mais j'ai un peu du mal à le maintenir sur le long terme. Ouais, c'est dur. Pourtant, c'est que 5 minutes. Hein, mais c'est que 5 minutes. On n'aime pas se poser. Mais c'est vrai que je pense que il faut que je le fasse. De fou. Tu fais du yoga aussi? Non. T'as déjà testé? J'ai déjà testé, mais j'ai beaucoup de mal à accrocher. C'est lent, hein. Ouais. C'est lent. C'est lent. Je sais que ça n'a rien à voir. Enfin, tout le monde à chaque fois me dit ça n'a rien à voir avec la souplesse et tout, mais à chaque fois je suis pas souple, donc en fait les mouvements sont pas agréables pour moi, tu vois. Non, c'est dur. Et donc je rentre pas dans le truc que tu vois, tout le monde me dit ouais, en fait quand tu fais ton yoga, t'es connecté avec ton corps. Moi je ressens pas ça, je suis juste en mode purée, c'est lent, c'est long, et quand est-ce que je vais faire autre chose, tu vois. Mais après, je sais que ça prend du temps aussi peut-être pour rentrer dans la pratique. En fait, ouais, c'est comme tout, hein, c'est comme la méditation. Moi, c'est un peu les niveaux pour moi. J'ai commencé par le yoga et pareil, au début, je détestais. Mais à la fin, je chantais. Vraiment, mon premier cours de yoga, je pense j'y suis allée parce que j'étais blessée et je pouvais faire que ça parce que j'étais plutôt crossfit avant, tu vois. Donc, je comprenais pas trop l'intérêt du yoga. Et je suis sortie de là, j'étais tellement détendue que je me suis dit, ah ouais, il y a un truc, quoi. Et donc, je me suis forcée à y retourner un peu régulièrement. Et je sentais que ça me faisait vraiment du bien. Même si, d'ailleurs, c'est pour moi, la partie la plus dure, c'est le mental. C'était de poser le mental et de pas être à fond, quoi. Et un peu comme la méditation, où là, tu fais vraiment rien en plus. Et la respiration aussi, qui est étape par étape, quoi. Mais c'est pour ça, oui. Après, avec le temps, tu t'y habitues. Mais c'est pas toujours facile. Quand j'ai fait mon teacher training de yoga, on avait tous les jours méditation pendant 30 minutes, puis ensuite des cours hyper slow pendant 2 heures ou 3 heures. Et là, c'était très challengeant. Ouais. Ouais. Mais je trouve ça intéressant de créer cet espace entre ton mental et ton corps et de te dire, en fait, je ne suis pas mes pensées. On peut mettre de la distance, les laisser passer, tu vois.
Et ça, c'est un pouvoir de dingue, en fait. Je vais essayer. Je vais persévérer dans cette direction. On se fera un cours ensemble. Ah, carrément. Et du coup, donc, le fait que tu aies eu ton Covid long au moment où tu lançais ta boîte, donc comme tu as dit, ça a complètement changé ta manière d'entreprendre parce que normalement, la première année de ta boîte, c'est l'année où justement tu te donnes à fond. En fait, tu comptes pas tes heures, tu te crames en fait. Et toi, du coup, tu as fait tout l'inverse. Tu as été vraiment dans une phase d'optimisation sur ton business. Et ce qui est ouf, c'est que du coup, tu as réussi à un peu à faire, j'ai l'impression, la stratégie fois 10. C'est ça? Oui, j'adore ce livre. Voilà. De Benjamin Hardy, je crois. Ouais. Et directement aller chercher des grands comptes, directement aller chercher des gros résultats, plutôt que justement te dire, OK, je commence par small et après je grandis. Tu peux nous expliquer un peu ça, comment tu as raisonné pour réussir à faire ça? Exactement. En fait, je suis partie de ce que je voulais atteindre. Et il ne faut pas se mettre de limites et se dire, moi, c'est ce que j'aime bien dire à mes clients que j'accompagne aussi, prends ton top 10 clients de rêve. Et moi, dedans, il y avait Monoprix, Disney, le Club Med, et focus-toi dessus. Et en fait, on se dit non, mais c'est impossible, mais parce que souvent, on va perdre du temps sur des clients qui nous ont l'air plus faciles. C'est vrai dans le service aussi, tu vois, quand tu vends de l'accompagnement. Et en fait, si tu mets tous les jours de l'action à avancer là-dessus, au bout d'un moment, ça paye. Et au début, j'avais démarré par un crowdfunding, donc tu vends des petits montants en B2C, tu vois. En plus, la food, c'est l'enfer, il n'y a pas de marge. Ça coûte hyper cher, la logistique. Et ensuite, je suis allée vers les bars-restaurants. Mais en fait, là, tu passes vite 2-3 heures sur un rendez-vous. Le gérant est jamais dispo pour faire soit 0 € de marge au début parce que tu vends des petites quantités avec la logistique, c'est pas possible, soit 10-20 €. Et donc là, en fait, j'ai eu le déclic et je me suis dit, OK, c'est bien pour ta preuve sociale, pour démarrer, pour t'entraîner. Mais si tu veux en vivre, c'est un marché de volume et il va falloir aller chercher des grands comptes très rapidement, quoi. Et du coup, comment t'as fait pour avoir accès à eux? Je les ai harcelés. Ah ouais, genre c'est quoi? T'as écrit un mail? Par exemple, comment t'es rentrée, je sais pas, chez Disney, tu vois? C'était quoi la strat? Alors Disney, pour le coup, c'est un peu différent, ceux qui sont venus à moi. Mais Ok. j'avais contacté leur distributeur. Un distributeur parisien qui me disait, un peu old school, non mais le kombucha, on n'a pas de demande. Franchement, ça faisait 3 ans que je leur parlais, tu vois, mais j'appelais quand même le directeur commercial. Pas grand-chose à lui dire, mais... et c'est du coup, quand Disney a voulu un kombucha, on a été contactés. Et en direct, on a été pris. Mais par exemple, Monoprix, moi, ce que je recommande toujours, c'est essayer de voir si vous n'avez pas des relations qui sont dans l'entreprise. Essayer de un peu toutes les portes. Tu vois, tu peux rentrer par le marketing, tu peux rentrer par les achats. Du coup, c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps sur LinkedIn, c'est de trouver les gens, de contacter, de leur envoyer des messages, trouver leur numéro de téléphone, appeler, des séquences d'emails avec l'Emlist que j'utilise depuis le début. Vraiment essayer tous ces canaux-là, envoyer des échantillons. Chaque jour, essayer de faire une action. Mais c'est vraiment du coup de la persévérance, c'est vraiment ce que je sais aussi pour avoir accompagné pas mal de femmes entrepreneurs, c'est souvent au premier refus, on s'arrête, tu vois. Genre, elle n'a pas répondu à mon mail, j'ai relancé 2 fois, il n'y a pas eu de réponse, du coup c'est mort. Alors qu'en fait, toi, pour toi, genre, il faut persévérer et genre, c'est quoi tu vois, jusqu'où il faut aller, c'est quoi le nombre de relances qu'il faut faire, parce que je pense qu'on se rend pas compte. Non, d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça, mais en fait, c'est exactement ça. Moi, j'aime bien la phrase « Chaque non te rapproche d'un oui ». C'est peut-être non pour X raison, non, c'est pas le moment, non. Voilà, mais en fait, ça te donne des infos. Tu as l'opportunité de demander des infos. Et donc, tant que tu n'as pas de réponse, moi, je considère qu'il faut relancer. Et oui, en fait, c'est drôle parce que le Club Med, entre 2 échanges, ils avaient dégusté, ils avaient bien aimé. J'ai rappelé 30 fois la personne. 30 fois. Et j'aimais pas déranger, tu vois. Je pense qu'en fait, on a juste peur de déranger. 30 fois, elle répondait pas? Oui. Donc 30 fois où elle t'a pas répondu? Voilà, je l'ai fait sur plusieurs semaines, je pense. Et après, elle t'a répondu? Et après, il m'a répondu, on a signé le premier Club Med. Et il était content que je le rappelle, tu vois. En fait, c'est juste que on se dit... En fait, on se fait des histoires tout le temps dans notre tête. On se dit, non, mais je les dérange, ils n'ont pas que ça à faire que de m'écouter. Mais si tu es convaincu que tu as de la valeur à ajouter et que tu persévères, et que tu le fais avec bienveillance, c'était pas insupportable, tu vois, en fait, il faut oser parce que tu sais pas en face. Ça se trouve, la personne, elle est juste... là, en l'occurrence, elle était trop occupée, quoi.
Et après, tu lui dis quoi? Bonjour, je suis Laura, la fondatrice de Coco Kombucha. Oui, est-ce que vous avez eu l'occasion de déguster les échantillons que je vous ai fait parvenir? Enfin, ça peut être appel, SMS, je pense que je sais pas, des messages vocaux à chaque fois, tu vois. Mais email, enfin, tu vois, tu testes un peu tous les canaux, LinkedIn. Et Trop oui, bien. et c'est ce que tu dis. Faut pas avoir peur du refus de toute façon. Faut partir du principe que la vente, c'est aussi, bien sûr, il y a de la qualité, mais c'est du volume. Si tu te prends 100 non, chaque non te rapproche d'un oui. Statistiquement, tu vas avoir au moins 2 oui dans ta journée. Et c'est juste que souvent, on n'ose pas, comme tu dis, on contacte 5 personnes, on se démoralise. Mais en fait, il ne faut pas se remettre ça en question, c'est se dire juste, c'est pas le bon moment pour la personne en face et c'est pas grave, il y aura d'autres personnes que ça va intéresser, quoi. Ok, donc la stratégie du fois 10, là, donc le fait de pas essayer de faire une croissance petite, mais en fait directement essayer de faire des grandes actions qui vont t'apporter des grands résultats. Oui. Et donc toi, c'est ce que tu as fait, donc tu as lancé ta marque et dès le début, tu as dit, je vais chercher les grands comptes, mes clients de rêve, etc. C'est ce qui t'a permis, en fait, d'aller plus vite dans le développement de ta boisson, quoi. Exactement. Et quand on veut faire x10, c'est de se concentrer sur les actions à valeur ajoutée. Et par exemple, dans la prospection, c'est l'appel. Personne n'aime appeler. Personne n'aime prendre son téléphone et appeler. Mais c'est ce qui te va le plus vite. Et c'est pour ça que moi, je me forçais. Quand j'avais 2 heures d'énergie, 30 minutes par jour, tu vois, ou 1 heure, passe des appels. Parce que, mais oui, l'email, on en reçoit combien des emails? C'est tellement plus facile d'ignorer un email. T'as quelqu'un au téléphone, c'est plus dur, tu vois. Encore aujourd'hui, t'appelles là? J'appelle tout le temps. Ouais, c'est essentiel. Et c'est de moins en moins dur parce que du coup, t'as l'habitude de toutes les situations gênantes. Comment vous avez eu mon numéro de téléphone? C'est mon numéro perso. Et tu dis quoi? Je l'ai trouvé sur Internet. Ouais. Mais non, c'est vrai que moi, franchement, je pense que j'ai trop peur d'appeler aussi, tu vois. Ouais, toi, t'avais démarché des grands comptes aussi, quand même. Ouais, mais c'était ils venaient à toi, tu disais. Ouais, ils venaient à moi et c'était tout le temps genre LinkedIn, mail, etc. ou Insta. Et en fait, j'avais jamais un premier contact en appel, quoi. Ah, c'est vrai, ouais. Donc, du coup, quand je faisais après l'appel, j'étais déjà en confiance, plus ou moins, tu vois, parce que je me disais, il m'a envoyé un mail, du coup. Après, c'est une bonne stratégie parce que ça veut dire que ton marketing était assez puissant pour avoir les leads qui viennent à toi. Et c'est sûr que ça, c'est la meilleure position. Mais ouais, du coup, t'es confortable. Mais c'est vrai que il y a ce truc, la peur du rejet, je pense, dès le début de la peur de déranger. T'as un peu un syndrome de l'imposteur de attends, est-ce que. Qui je suis pour. Qui je suis pour vouloir, je sais pas, tu vois. Entrer là-bas alors que ma marque elle a 3 mois, etc. Mais en effet, c'est le meilleur truc et t'en es la preuve vivante quoi que ça marche et que c'est vraiment un truc de détermination et de faut tabasser quoi. C'est pas juste un petit mail, 2 petits mails, c'est tu vas essayer toutes les portes, LinkedIn, appel, mail, plusieurs personnes dans l'entreprise et tu fais tout pour avoir le client que tu veux quoi. C'est ça. Si tu mets ta concentration. Et ça te donne de la motivation parce que tu vas chercher tes clients de rêve, tu vois. Donc, il y a aussi ce sujet-là. Oui, mais vraiment, je pense qu'on se limite, hein, tu vois. Moi-même, j'ai eu des doutes et je me suis dit, mais Laura, si tu signes 115 magasins Monoprix, déjà, tu peux même pas te déplacer en ce moment. Donc, tu vas pas pouvoir passer dans les magasins. Imagine, tu loupes ta carte avec Monoprix parce que t'as pas les bons chiffres, les bons stats. Tu vois, t'es une marque qui vient de se lancer. Donc... je pense qu'on a tous des doutes. Et il y en a qui ont essayé de rentrer dans un Monoprix, 2 Monoprix, tu vois. Et en fait, oui, pourquoi pas viser grand Toi, t'es rentré dans tous les Monoprix dès le début? Et c'est le rayon Soda Lab, donc une centaine de Monoprix d'un coup, ouais, dans toute la France. Et comment t'as vécu, du coup? Comment t'es passé de... je suis pas chez des grands comptes à je vais directement dans 100 magasins d'un coup? En fait, d'ailleurs, c'est une bonne question. C'est tellement important, la vision. Quand j'ai lancé Coco Kombucha, j'avais tout de suite des grandes ambitions. Et je me disais, je veux être leader. Du coup, c'était plutôt sur les bars-restaurants. Leader du kombucha sur les bars-restaurants. Mais quand tu réfléchis directement à ta vision, et c'est pour ça que c'est un travail que je fais beaucoup en accompagnement, tu anticipes les étapes. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas faire du kombucha dans ma cuisine et mon atelier. Il me faut tout de suite quelque chose qui va me permettre de faire les choses de manière professionnelle, de pouvoir scaler. Et donc, j'avais des partenaires de production, et j'ai toujours les mêmes aujourd'hui d'ailleurs, et de logistique qui permettent de livrer 10 000 bouteilles comme 100 000 par mois, tu vois. Dès le début? Dès le début.
Et donc, encore une fois, oui, on le fait étape par étape sur le développement de l'entreprise, mais c'est tellement important de poser les jalons. Et d'ailleurs, en accompagnement aussi, souvent, les premières choses que j'ai faites, c'est, je leur ai dit, déléguer l'envoi des colis, déléguer la production. Enfin, votre valeur ajoutée, elle n'est pas là. Et en plus, si ça fait x10 demain, vous ne pouvez pas gérer. Donc, ça se prépare en amont, la croissance. Et oui, et du coup, comme j'avais pas mal délégué plein de choses, je pouvais me concentrer sur le commercial, sur passer des appels, sur tout ça. Ouais. Trop bien, parce que c'est vrai que on t'appelle aussi en coulisses la reine de l'externalisation. Parce que je savais pas ce terme, mais ça me correspond bien. Parce que tu externalises absolument tout. Donc, peut-être qu'on peut parler justement de ta manière de t'organiser, parce que tu travailles quand même assez peu par rapport au nombre d'activités que tu as et aux responsabilités que tu as, etc. Je crois que tu dis souvent que tu essaies de travailler à environ 5 heures par jour. Alors que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup plus pour beaucoup moins de résultats. Ouais. Donc, c'est quoi ton mindset là-dessus et comment tu fais pour t'organiser on veut tout savoir, quoi, parce que ça nous fait rêver, là. Oui, alors, bon, déjà, c'est pas aussi rose que ça tous les jours, évidemment, je tiens à le préciser parce que, voilà. Mais en fait, du coup, comme j'ai commencé avec 2 heures d'énergie par jour, c'est là où tu es obligé de prioriser. Déjà, c'est la clé. Vraiment savoir qu'est-ce qui fait bouger ton business, qu'est-ce qui le fait pas bouger. Par exemple, on parlait de la prospection. Je t'ai dit, j'ai beaucoup mis l'effort là-dessus. Mon site internet, je l'avais fait en 30 minutes et je ne l'ai pas refait pendant mes 3 premières années. C'était vraiment voir qu'est-ce qui va générer du chiffre d'affaires à la fin du mois, qu'est-ce qui fait avancer ton business. C'est ça, prioriser. Et donc, te demander quelle est ma vraie valeur ajoutée. Et typiquement, toutes les tâches admin, par exemple, ça ne l'est pas. Et pour autant, moi, je suis très rigoureuse. J'ai besoin que les choses soient bien faites. Donc, c'était le next move, c'était de prendre quelqu'un qui était professionnel là-dedans. Et donc, c'est vrai que j'ai recruté ma première assistante au bout d'1 an, 2 ans, je crois. Ouais. Et grâce à Maddalena Martini. Et donc, c'est Agnès, mon assistante. Et je me rappelle que ma mère a hurlé. Elle m'a dit, parce qu'elle était expert comptable aussi, elle m'a dit, mais Laura, tu te payes pas et tu vas pas payer une assistante 60 € de l'heure. C'est ridicule. Et c'est vrai que ça paraissait lunaire, tu vois. Tu te dis, c'est cher quand même, 60 € de l'heure. Et au bout d'1 semaine que je fais appel à Agnès, elle me relance sur une commande qui venait du Luxembourg, enfin une demande, tu vois. Et j'avais pas que ça à faire d'envoyer des échantillons au Luxembourg. Je me disais, ça va encore coûter cher pour rien. Et en fait, il s'est avéré qu'elle m'a relancé, elle l'a fait finalement. Et c'est toujours aujourd'hui un de mes plus grands clients, le Luxembourg. Ça a mené un super partenariat. Et donc, en fait, la première semaine, je l'avais remboursé. Parce qu'elle avait réalisé tes mails, mon c'est ça ? investissement. Elle quoi ? Elle avait réalisé tes mails. Comment elle avait trouvé le truc du on avait une demande et je m'en occupais pas, effectivement. Et du coup, elle m'avait relancé. Oui. Elle avait fini par le faire. Et donc, à partir de la première semaine, elle a été rentabilisée, je pense, pour toute la vie de l'entreprise à ce jour. Et oui, et c'est toujours une question de 5 minutes, tu vois. Mais en fait, on oublie la charge mentale que c'est aussi. Les échantillons de Pierre-Paul Jacques qui sont pas arrivés, le problème logistique, la facture, où il faut être concentré parce que tu fais des erreurs le soir. En fait, encore une fois, on a tant d'espace mental et d'énergie dans une journée. Le job du CEO, c'est de prendre des décisions. Même si on aime bien être dans le faire et c'est nécessaire quand on lance, il faut se rappeler de ça, quoi. Donc, ça, c'est sur la partie déléguée, effectivement. Mais il y a aussi se concentrer, encore une fois, sur ses priorités. Et le matin, les premières heures, c'est clé. On le dit, mais c'est parfois pas facile de l'appliquer. Moi, j'aime bien le concept du MIT, Most Important Thing. Chaque jour, te demander quelle est ta priorité et qu'est-ce qui va faire le plus avancer ton business. Par exemple, à ce moment-là, d'ailleurs, je faisais une formation de Rich Webster que j'adore, qui s'appelait Workless. Et c'est là où, du coup, mon MIT, c'était « Ok, je contacte une agence de VA ». Le lendemain, c'était « J'ai le rendez-vous pour la VA ». Ok, j'apprends à lui déléguer les premières tâches, tu vois. Toute la semaine, par exemple, c'était ça. Et donc, en début de journée, se concentrer sur ta tâche, c'est la plus importante, c'est vraiment essentiel. Et même, on parle beaucoup d'être en flow, en focus, en deep focus, mais les 2-3 premières heures, moi, j'essaie de ne pas regarder mes mails, ni mon téléphone, ni mon WhatsApp, mode avion, et vraiment limiter
Qui rentre. les distractions. Ouais. Tu travailles sur quoi, du coup, les 3 premières heures, par exemple? En fait, j'aime bien faire un peu par jour. Donc, le lundi, c'est plutôt stratégie, sujet un peu de fond. Le mardi, c'est plutôt, du coup, prospection grand compte. Le mercredi, un peu plus création de contenu. Et le jeudi, activation de mes clients actuels. Ou, tu vois, si j'ai des sujets importants, ça peut être la finance ou les choses comme ça. J'essaye de vraiment les mettre au début de journée, ouais. Ok, donc par exemple, si tu fais lundi strat, tu vas te lever et direct, tu vas te mettre 3 heures à ton bureau à réfléchir à de la strat, mais sans ton ordi, etc. Genre vraiment Si, j'ai quand même mon ordi. avec Ouais, ton ouais. ordi, mais tu mets pas, enfin, tu vas pas aller directement voir tes messages Insta, LinkedIn et tout. Exact. Tu vas Tout est pas fermé. ouvrir, tu vas Ouais. direct mettre ta page et dire ok, je réfléchis à ma strat et je suis 3 heures à réfléchir à ma strat, à écrire des trucs sur ma strat. Oui, c'est ça. Ça peut être, tu vois, ça peut être la finance, ça peut être enfin les sujets un peu importants, même des sujets, oui, voilà, stratégie un peu opérationnelle, mais c'est exactement. Et d'ailleurs, j'ai un outil qui me permet d'aller dans mes mails et de ne pas voir ça s'appelle Inbox Zero, de ne pas voir les mails que tu as reçus. Mais tu vois, si tu as besoin de chercher ou d'envoyer des mails, quand même, tu peux. Donc, c'est pratique. Et vraiment, oui, ça te permet de te concentrer sur ta valeur ajoutée, l'essentiel, et de ne pas te laisser influencer par les demandes des autres, finalement. On a toujours l'impression que c'est urgent. La vérité, c'est qu'on fait des boissons, on ne sauve pas des vies, et que je pense que tout sujet peut attendre 3 heures, et d'autant plus si tu as ton assistante qui gère les sujets aussi de son côté. Ok, donc toi, une grosse partie de ton orgasme, c'est d'avoir ce deep focus tous les matins Mm. pour vraiment faire les trucs les plus importants. Et ensuite, tu fais quoi le reste du temps, quoi? Oui, mais pour revenir aux 5 heures, on a l'impression que c'est du coup tranquille, tu vois, mais en fait, non, je suis effectivement hyper focus sur les 5 heures, et, et pour moi, c'est important d'être en high energy. Donc, et l'après-midi, par exemple, c'est plutôt les calls ou des choses comme ça, des calls. Par exemple, le lundi, j'ai mon assistante pour faire le point. Après, ça peut être quand je fais des coachings, ça peut être des calls clients, des calls avec mes partenaires qui m'accompagnent. C'est vraiment plus les tâches un peu tranquilles l'après-midi. Mais voilà, typiquement, je fais une sieste tous les midis de 30 minutes pour pouvoir repartir et être à fond pendant ces 2 heures, en fait. C'est vraiment des sprints que je fais, même quand je suis en deep focus, parce que pour moi, 2-3 heures de deep focus, ça a tellement plus de valeur ajoutée que 10 heures où tu es interrompu toute la journée. Donc, c'est la discipline et la difficulté, elle est là, en fait. Elle n'est pas dans le nombre d'heures. Finalement, parfois, c'est même plus simple Je le vois, hein, quand je suis stressée ou autre, j'ai envie de... Peut-être envie de faire plein de trucs et de sentir que ça avance. Mais tu sais que tu n'es pas dans une énergie qui va t'apporter des résultats forcément, quoi. Trop bien. Et du coup, tu prends un moment pour planifier toute ta semaine. Est-ce que, je sais pas, le dimanche soir, tu planifies toute ta semaine, comme ça, tu sais chaque matin, c'est quoi la chose la plus importante que tu dois faire? Je le fais généralement le lundi matin, mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi le faire le dimanche, à voir. Mais ouais, j'ai un créneau bloqué dans mon agenda pour planifier la semaine, avec les gros sujets à avoir en tête, les priorités, et mettre un peu mes blocs, même si je reste un peu flexible parfois, mais de savoir ce sur quoi je dois travailler, ouais. Et prendre du recul aussi. Et j'aime bien aussi le vendredi faire le point sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que j'ai appris. On a tendance à l'oublier, mais en fait, ça te permet en lisant chaque semaine, si tu fais ta revue mensuelle, de voir justement ce qui fait avancer ton business, quels sont les blocages que tu vois tout le temps. Et donc, ouais, typiquement, en ce moment, j'ai besoin d'argent pour financer la croissance de Coco. Donc, tous les matins, c'est pas très fun, j'aime pas ça, mais je passe 1 heure à faire des documents pour les banques, relancer, faire des BP, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est ta priorité du moment. C'est ma priorité du moment. Et au moins, même si c'est rien qu'1 heure ou 2, j'avance tous les jours dessus. Et à la fin de la semaine, du mois, ça campagne, quoi. Ouais. Trop bien. Et après, du coup, tu es assez aussi discipliné, entre guillemets, sur les heures où tu arrêtes. Est-ce que tu dis, OK, genre après 18 heures, vraiment, je coupe vraiment pour me recharger. Le week-end, je travaille pas du tout. Ça, comment ça se passe, la délimitation entre... Oui, pour moi, c'est essentiel parce que j'essaye de me comparer à un athlète, une athlète. C'est important, la récupération. On parlait de la sieste, je fais du yoga tous les jours. Et pour moi, le soir, généralement, d'ailleurs, c'est mieux de se mettre une activité.
mais c'est une activité où le coucher de soleil. Et par exemple, du coup, j'ai Pilates à 18h. C'est sûr qu'à 17h30, je suis partie. Donc, en fait, ça m'aide vraiment à couper. Mais oui, pour moi, c'est hard stop. Et le week-end, sauf exception, j'ouvre pas mon ordi, j'ouvre pas mes mails. De toute façon, j'ai pas mes mails pro sur mon téléphone. Donc, ouais, pour moi, c'est essentiel de couper. Et on le sait tous, hein, on a les meilleures idées quand on fait autre chose. Ça permet de nourrir la créativité, de prendre du recul. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire. Et pareil sur les semaines off. Pas toujours facile, mais j'essaye de, toutes les 6 semaines, idéalement, bloquer dans mon agenda des semaines où je vais être vraiment off. C'est-à-dire pas ouvrir les mails, rien. Je mets le message d'absence. S'il y a une urgence, contacter mon assistante. Et pour moi, c'est essentiel. Ça aussi, on a beaucoup de mal à le faire, forcément. Mais ça fait tellement du bien. Je le recommande à tout le monde. Ouais, c'est clair. Essayez même un week-end pour commencer, 2-3 jours. Ouais. Tu arrives à couper, toi, d'ailleurs ? Pas beaucoup. Sur les réseaux, c'est dur aussi. Hein. Bah ouais, en fait, sur les réseaux, en fait, le piège, enfin, pour moi, en tout cas, le piège, c'est que je suis tout le temps un peu en train de travailler. Et en fait, ma vie perso et ma vie pro sont tellement liées que je suis tout le temps un peu en train de bosser, un peu pas en train de bosser. Et même, tu vois, au final, maintenant, j'ai beaucoup de mes amis qui sont aussi entrepreneurs, avec qui même des fois je travaille. Du coup, même quand tu les vois le week-end, forcément, on parle un peu de taf. Ça peut très vite partir sur des sujets de strat, etc. Après, c'est ça qui est cool aussi. C'est ça qui est cool. Après, moi, j'adore. Je suis passionnée par l'entrepreneuriat, par mes activités et tout. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas beaucoup de moments où... Même, tu vois, mon copain est aussi entrepreneur. Oui, en plus, ouais. Du coup, il me parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat. On parle beaucoup aussi de nos business, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de moments où j'ai vraiment le cerveau off, tu vois, à penser à autre chose. Oui, non, mais de toute façon, déjà, aussi, il ne faut pas se faire violence à se dire « Ah non, mais je pense au boulot, là, ça ne va pas, tu vois. » C'est normal, tu peux pas... T'es pas une personne différente le week-end. Et après, bon, je trouve que parler, voir des gens, c'est aussi... Ça ressemble à du travail, mais c'est aussi de l'inspiration. Tu n'es pas dans la production pure. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, il y a plein de fois où j'ai pas envie de couper forcément, en fait. Hein. C'est juste que aussi, je sais que c'est bien de voir d'autres choses et c'est plus riche. Mais oui, par exemple, hier, je suis allée voir du tennis avec un client que j'accompagne. Et en fait, c'était cool de le rencontrer en vrai. Enfin, je suis d'accord avec toi. La frontière, elle est très floue. Mes amis sont entrepreneurs, on travaille ensemble. C'est ça. Et c'est ça qui est cool. Ouais. Et c'est quoi les activités que tu te mets le soir ? Donc là, tu m'as parlé de pilates. Est-ce qu'il y a d'autres types d'activités que tu fais ? Écoute, il y a courir à la plage avec mon chien. Trop bien. Il me motive, c'est bien, c'est un bon coach. Oui, ça peut être du yoga, ça peut être une balade avec des amis ou un dîner, un resto. Mais la semaine, quand je suis à Tarazout, je suis plutôt tranquille en général. Mais oui, je fais un peu de pilates et c'est pour ça que je voulais remettre un peu de cardio. Bon, parfois un peu de surf aussi, mais c'est rarement le soir. Voilà. Mais sinon, tu te dis à 18h, 18h, soit j'ai une activité, soit je pars me balader, quoi. Ouais, c'est ça, je vais prendre l'air. En vrai, quand tu passes la journée à ton bureau, c'est un peu essentiel, ouais. Et c'est quoi alors tes routines Est-ce que tu as une morning routine ? Est-ce que tu as une night routine qui te permet aussi de... Parce que tu as dit, il faut toujours que je sois en énergie haute pour commencer à faire mes deep work et tout. Donc, comment tu fais pour maintenir cette énergie haute Trop bonne question. J'adore les routines. Écoute, le matin, généralement, ce que je fais, dès que je me réveille, ce qui est bien, c'est que mon chien a envie d'aller dehors. Donc, il me laisse même pas prendre mon téléphone ou autre. Mais j'essaie quand même de faire ma cohérence cardiaque au réveil. Et ça empêche, je sais pas si ça te le fait toi, mais parfois tu te réveilles et tu as déjà 1000 pensées qui commencent à venir. Donc, ça me recalme un peu. Je bois un peu d'eau chaude, tiède, c'est bon pour la santé. On va faire la balade de 10 minutes avec Sunday. Ce qui est parfait pour le rythme circadien, du coup, parce que tu prends la lumière du soleil, tu énergises ton corps un peu. Après, je fais 20-30 minutes de yoga en ce moment, pour bouger, mais en douceur. Je suis un peu en mode tranquille en ce moment. Et après, petit-déj, un peu de journaling pour vider un peu ce qu'il y a dans la tête ou voir ce qui pop-up. Et après, je me mets à travailler, généralement. Simple. Tu te lèves à quelle heure ? Vers 7h, naturellement. Ok. Ouais. Mais après, pareil, j'essaye. Avant, j'étais très stricte, tu vois. Là, j'essaye de me dire, je me réveille quand je me réveille. Et c'est pour ça que la routine, elle n'est pas non plus méga longue ou autre. C'est que si je me réveille à 7h30 parce que mon corps avait besoin de plus de sommeil, ou 8h, ou si j'ai mal dormi, c'est OK, quoi. Je prends du retard et c'est ça l'avantage de ne pas avoir de rendez-vous le matin.
En fait, je me rends compte, typiquement, c'était un stress pour moi d'avoir des rendez-vous le matin. Parce qu'il faut se lever à la bonne heure. Je sais pas, en fait, ça rajoute un peu de charge mentale, tu vois. Donc, tous mes rendez-vous, ils sont entre 14-16 heures, quelque chose comme ça. Ok, et ta night routine? Je la respecte un peu moins, mais idéalement, j'essaye d'être couchée à 22 heures, tel en mode avion, et de lire un peu avant de dormir. Et après, c'est du bon sens, mais de pas manger trop tard. Si possible, vers 19h, 19h30, pour ensuite mieux digérer et dormir, quoi. Ouais. Et Bon, j'essaie d'être pas trop sur les écrans, mais bon, une petite série Netflix, ça arrive quand même souvent. Ou un petit documentaire, tu vois, c'est cool. Ça permet de... Enfin, faut se faire kiffer aussi, quoi. Trop bien. Et du coup, là, avec cette routine, est-ce que tu ressens physiquement le stress ou genre pas du tout? Je pense qu'on en a tous quand même, hein. Et si, quand j'ai des gros pics de stress, je le ressens quand même. Mais je pense que... Enfin, déjà, pour moi, bien dormir, essentiel pour le stress. Donc, quand je vois des entrepreneurs qui skippent leur sommeil ou autre, ou même l'impact sur la productivité, c'est pas possible. Et réguler ton système nerveux, on en parlait. Bien manger, prendre l'air, enfin, c'est essentiel. Je pense que tu réduis le stress drastiquement, quoi. Et en fait, ce qui est important, c'est pas tant de ne pas avoir de stress, c'est être capable de redescendre rapidement. Et donc, tu peux avoir des pics de stress, mais juste d'observer et de dire attends, je stresse là, mais pourquoi? Vas-y. Mercredi, j'avais super mauvaise nouvelle, c'était hyper tendu. Je devais faire arriver des ingrédients qui étaient en retard pour une prod de 100 000 bouteilles, tu vois, donc 100 000 euros à peu près. Et j'étais énervée. Et je me suis dit, allez, je vais aller marcher, je vais aller vraiment relâcher cette tension, quoi, cet énervement, tu vois. J'ai même fait une petite sieste. Plutôt que de rester dans cette boucle de faut que j'accélère, je suis énervée, tu vois, ce qui n'est pas productif. Et pour moi, c'est vraiment ça, la capacité à s'observer, se dire, attends, là, je suis stressée. Je prends un step back et je reviens dans une énergie plus normale et ensuite, on pourra réavancer, quoi. Mais ça, j'y travaille encore, c'est pas facile. Ouais. Et comment tu fais pour pas te laisser envahir par tout ce que tu as à faire? Parce que tu vois, tu as quand même plusieurs activités, donc je suppose que ta liste de tâches, en fait, elle est infinie, quoi. Et donc, tu pourrais, en fait, tout le temps te dire, mais en fait, je suis en retard. Enfin, moi, c'est ce Oui, que je oui. me dis, par exemple, tu vois, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Et du coup, tu rallonges tes heures de travail, mais en fait, ça s'arrête jamais. Donc, comment tu fais pour réussir à faire tout ça, tout en te disant, en fait, non, je vais travailler, je sais pas, 5-6 heures par jour et punto basta, quoi. Déjà, c'est simple, c'est se dire... j'ai un journal en ce moment qui m'aide beaucoup sur mes tâches prioritaires de la journée. Donc, il y a la MIT et ensuite, tu as 2 tâches très importantes aussi. Et c'est dans l'idée que déjà, si tu as fait tes 3 tâches qui avaient le plus de valeur ajoutée aujourd'hui, a priori, tu peux arrêter ta journée. Bon, moi, j'en note plein sur le côté à droite. Mais déjà, de tout noter, tu vois. Soit je le note dans ce carnet, soit aussi je le note dans mon agenda. Toutes les tâches à faire, je les note sous forme de petits blocs. Et du coup, tu vois la chose et tu dis, bon, en vrai, c'est faisable. Et surtout, se dire, bon, à 5 heures, j'arrête. Et ce sera demain. C'était pas ma tâche prioritaire de la journée. C'est pas essentiel. Donc, demain, j'aurai plus d'énergie. Je reviendrai et je le ferai. Mais ce qui m'aide, c'est vraiment, encore une fois, de prioriser. Et après, je pense que parfois, il faut accepter aussi de savoir s'écouter. Ce que j'ai appris aussi. Et quand tu as des périodes où tu as trop de trucs... moi, par exemple, j'avais prévu de lancer ma formation Flow, justement, pour... apprendre à déléguer, mieux travailler. Là, j'avais une grosse période septembre-octobre où j'ai senti que Coco avait vraiment besoin de mon focus, tu vois. Et je me suis dit, c'est pas grave, je mets en pause. J'ai mis même en pause l'accompagnement que je fais avec Delphine Barnavon, qui est top. Et je me suis dit, je reprendrai quand je sentirai mon énergie remonter et ces sujets-là. Et je trouve que c'est ça qui est essentiel aussi, c'est avoir cette discipline, cette routine, mais accepter que parfois, on peut pas tout faire en même temps et de prioriser certaines choses ou... pareil, j'avais un peu des sujets de santé, donc j'avais envie de prioriser ça et d'investir mon temps, mon énergie dessus. Donc, je pense qu'il faut juste être flexible aussi quand on a plein de projets et de se dire finalement, tout avance progressivement, mais je te comprends, hein, c'est l'ambition. Et moi aussi, il y a des jours où d'un coup, je m'excite. Et là, je vais appeler tout le monde parce qu'il faut faire plus de chiffre d'affaires, tu vois. Et après, avec le recul, je pense que c'est important d'avoir la vision long terme parce que ça va jamais aussi vite qu'on veut. Mais on sait que déjà, tous les jours, si on travaille sur notre business,
avec des années, c'est ce qui fait que ça progresse. Comme toi avec tes podcasts d'août, par exemple. Rien que de savoir que tu avais fait ça tous les jours, c'est trop bien. Ouais, c'est vraiment la vision long terme et avancer chaque jour dans la bonne direction. Ouais, en fait, de toute façon, tu fais des progrès quoi qu'il en soit. Et ce qui est important aussi, c'est de se focus sur le process, pas forcément sur le résultat. C'est un peu comme aller au sport. Tu vois, si tu te dis je vais perdre 5 kilos, avoir mon summer body en 2 semaines, et que tu vas comme un dingue et que tu vois pas les résultats, tu vas être frustré. Alors que si tu te dis, OK, ça fait partie de mon identité, je vais juste faire du sport tous les jours, au bout d'un moment, tu vois les résultats, normalement. Oui, c'est clair. Mais c'est pareil pour les appels de vente. Si je me dis, j'appelle 50 fois par jour, au bout d'un moment, tu l'as fait. Et dans ta tête, tu es serein. Tu n'es pas en mode, mon objectif, c'était 100 000 euros de chiffre d'affaires. Oui, signer des grands comptes, c'est des temporalités de 6 mois. Donc, en fait, tu peux te démoraliser. Et donc, je pense que c'est vrai pour tout. C'est vrai aussi pour LinkedIn. Là, depuis que Thibault Louis me faisait poster tous les jours, depuis son bootcamp en 2022, je me disais, je prends 30 minutes, check, c'est fait. Ça marche, super. Ça marche pas, faut l'accepter. C'est pas grave. Et ça, tu faisais au jour le jour ou tu faisais un deep work où tu faisais tous tes posts et tu les planifiais? J'ai essayé de... Alors, je faisais au jour le jour parce que j'étais tout le temps en retard, déjà. Ensuite, j'ai essayé de batcher. Mais j'aime bien le côté spontané, ouais. Je m'y mets, je poste tout de suite, direct, il y a les réactions des gens. Je préfère faire ça pour le moment. Ouais. Et ça, tu postes le matin ou l'après-midi? Du coup, le matin, ça me déconcentre un peu du oui, ça déconcentre de fou. C'est ça que je te demande. Ouais. Parce que moi, quand je fais un post le matin, après, t'as trop envie d'aller voir. C'est ça. Tu vois ouais. Toi, tu fais aussi en spontané? Ouais, je fais beaucoup en spontané. Et souvent, je me réveille le matin et j'ai une idée et du coup, je la poste. Mais c'est vrai que ça déconcentre beaucoup parce que du coup, tu réponds un peu aux commentaires, tu retournes voir les stats. Tu dis, ça prend, ça prend pas. Et ça impacte aussi un peu ton mood, tu vois. C'est clair. En fait, j'ai essayé plusieurs stratégies. Soit... ce que j'aime bien, j'adore écrire, moi. C'est justement, on n'a pas parlé encore, mais la zone de génie, c'est hyper important. Et par exemple, c'est pour ça que je me suis lancée sur LinkedIn, ce qui pouvait paraître très contre-intuitif pour une marque de kombucha. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée au bootcamp de Thibault en 2022, il m'a dit honnêtement, je m'inquiétais pour toi. Je ne savais pas ce que tu faisais là. Business toujours food. rassurant. On sait qu'il adore le business food. Et je me suis dit, ouais, mais j'aime bien écrire, c'est pas un effort pour moi. Why not, tu vois? Et donc, c'est pour ça que je l'avais placé au début de mes journées, initialement, parce que après le journaling, t'as l'inspiration, tu sors du yoga, t'es là, j'ai une idée, c'est cool. Tu peux aussi les programmer, mais finalement, maintenant, je me suis dit, écoute, je le fais en fin de matinée, parce que justement, après ces heures de deep focus, je me dis, c'est cool de faire quelque chose que j'aime bien. Et donc, c'est pas la bonne heure recommandée par l'algorithme, mais c'est pas grave. Et comme ça, je suis dispo, tu vois, la zone du déj où t'es un peu plus... Oui, tu peux regarder. En ce moment, je fais ça, mais il n'y a pas de stratégie prédéfinie. Tant que je poste tous les jours, ça va. Là, tu postes encore tous les jours? Ouais. Ah, trop bien. Ouais. Pas le week-end, genre du lundi au vendredi? Oui, non, pas le week-end. Lundi au vendredi, ouais. Et ça t'a apporté pas mal d'opportunités, LinkedIn? Incroyable. Oui, j'ai signé des gros clients. Ça permet d'être top of mind quand t'es la seule marque qui le fait. Ça permet de faire d'autres activités, plein de choses aussi, d'être invité à des conférences. C'est comme ça aussi que j'ai commencé l'accompagnement. Non, c'est hyper riche, LinkedIn. Et d'ailleurs, trouver des partenaires aussi. Et puis surtout, moi, ça m'a permis d'être dans une communauté d'entrepreneurs. Déjà que t'es pas que dans la food, donc ça permet de voir autre chose. Mais surtout de se sentir dans une communauté et dans cette émulation. C'est super important. Et c'est là que j'ai rencontré Kylian Palermo, qui est un de mes très bons amis et aussi entrepreneur. Mais c'est drôle. Du coup, c'est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui, quoi. Trop bien. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est ouf aussi, c'est que tu as un modèle qui est inédit, un peu de boîte, dans le sens où, tu vois, on se dit, une marque de boisson, c'est forcément une marque où il y a une équipe derrière, où il y a un bureau, enfin, tu vois. Oui. On se dit, dès qu'il y a du branding, c'est qu'il y a un truc avec une team, etc. Et toi, en fait, aujourd'hui, tu as 0 salarié, t'as pas de bureau, tu gères, t'es la seule CEO, enfin la seule dirigeante de la boîte, t'as des freelances qui bossent avec toi et tout, mais c'est un peu un nouveau format d'entreprise.
Oui, surtout en étant au Maroc, c'est vrai. Oui, en plus, t'habites à l'étranger. Oui. Et surtout en food, en fait, c'est très traditionnel, la food. Donc, généralement, ce que tu fais, c'est que tu es obligé d'avoir des commerciaux sur le terrain, surtout dans les bars-restaurants, parce qu'il faut parler avec les gérants. Et donc, parfois, ça m'a souvent fait douter, en fait, de me dire, tous les autres, ils lèvent des fonds, tous les autres, ils ont beaucoup d'équipes, tous les autres, ils rencontrent tout le temps leurs clients. Tu vois, j'avais même certains, par exemple, Maximilien de Jomo, le thé glacé, il me faisait rire parce qu'il livrait chacun de ses clients dans Paris. Il avait 100 clients et il le faisait lui-même. Mais moi, c'était mon pire cauchemar et je l'admirais beaucoup pour ça, tu vois. Mais parfois, ça m'a questionnée. Je me suis dit, il y a tellement d'autres boissons, c'est un marché tellement concurrentiel. Pourquoi il resterait avec moi Mais d'aller voir les grands et de faire les choses différemment, c'est ce qui m'a permis aussi de faire ça. Et encore une fois, de trouver les bons partenaires. Par exemple, j'ai signé France Boisson National, qui est le distributeur leader en France. Donc, je suis super contente. Et ils ont tous leurs commerciaux. Bien sûr, je fais des calls avec eux, etc. Mais qui, eux, sont sur le terrain et peuvent en parler à leurs clients. Donc, en fait, il faut, encore une fois, trouver les bons leviers pour accélérer. Et on parlait du média, ça en est un. Parfois, il y a l'argent aussi, bien sûr, le capital qui permet d'accélérer. Mais aussi les partenaires. Ouais, en fait, tu as vraiment créé un modèle qui te convenait à toi, un modèle sur mesure pour toi, alors que rien ne... Enfin, t'avais pas de modèle, tu t'es pas dit « Ah, je vais faire comme cette marque ou comme cette marque », tu t'es dit « Qu'est-ce que moi j'ai envie d'avoir ? Quel lifestyle j'ai envie d'avoir ? Quelles sont mes forces ?» Et tu as créé la boîte qui te convenait. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'en général, on fait l'inverse. Oui, c'est pas facile, parce qu'on a envie de réussir, qu'on se dit « Mais ça va pas marcher ». Mais en fait, encore une fois, je trouve que notre boîte est le reflet de nous-mêmes. Enfin, on est au centre de la boîte. Si on n'est pas bien dans notre vie, et on l'oublie tout le temps, je pense que toi, tu as fait un peu l'erreur aussi. Et moi aussi, en vrai, j'ai du stress sur Coco, je vais pas le cacher. Mais si tu te donnes tout le temps, toi, à ta boîte, et que derrière, tu n'as plus d'énergie, tu n'es pas bien, ça va se refléter. Donc, en fait, à un moment, il faut avoir ce courage de mettre des limites, il faut avoir ce courage et puis de tester. En fait, moi, je me suis toujours dit, honnêtement, je me pose au Maroc parce que justement, j'avais encore une phase compliquée, même si physiquement ça allait mieux. J'avais besoin d'être posée, de ne pas être stressée, de prendre soin de moi. Et je me suis dit, je teste en fait. Si ça marche pas, et si je sens que je dois être sur le terrain en France, je rentrerai. Et je pense que ça, on a tous peur parce qu'on se met tellement la pression sur ce qu'on devrait faire, sur comment les autres réussissent. Mais je pense déjà aussi, il ne faut pas se comparer. Parce qu'on travaille tous différemment. Moi, je sais que c'est ma manière de fonctionner. Donc, ce que je décris là, y a certaines personnes pour qui ça va marcher. Et en aucun cas, je dis à tout le monde d'appliquer la même chose, quoi. C'est faites ce qui vous fait du bien, ce qui vous donne de l'énergie. Et faites en sorte que ça marche. Ouais, il faut trouver ta manière de faire et tu construis autour, quoi. C'est ça. Et après aussi, justement, si tu as des lacunes ou des choses où tu es moins bien sûr, tu peux te former pour essayer de les améliorer. Mais moi, je conseille plus d'être vraiment dans sa zone de génie. Et parce que c'est à la fois ce qui te donne de l'énergie et là où tu auras le plus de résultats. Et d'essayer de déléguer le reste à des gens qui sont meilleurs que toi, tout simplement. Comment tu fais pour trouver ta zone de génie ? C'est une bonne question. Je dirais que c'est à l'intersection des compétences que tu as et des compétences ou des appétences et de ce qui te fait vraiment vibrer, en fait, typiquement. C'est vrai que, tu vois, moi, j'adore partager, j'adore inspirer. Et c'est pour ça et j'adore écrire. C'est pour ça que LinkedIn, c'était quelque chose que j'ai envie de garder. J'adore connecter avec les gens. Et pareil, en fait, j'avais pris un coaching avec Romain Drouet, qui est top, qui est un peu dev perso, PNL, tout ça. Et il me disait, mais Laura, t'adores accompagner les gens, parce que du coup, je le fais souvent gratuit, tu vois, quand on me demande, bien sûr, un call par-ci, par-là. Ça te donne de l'énergie, je pense que t'es bonne là-dedans et tout. Pourquoi tu testerais pas d'accompagner plus long terme ? Et c'est là que j'ai commencé à faire des accompagnements. Et je me suis dit, vraiment, ça me nourrit. Ça me permet de voir autre chose. C'est vraiment cette partie-là que j'aime bien. Et en plus, ça se monétise très bien. Donc, en fait, par exemple, donner 1 heure de coaching, c'est bien plus rentable. Parce que, par exemple, avec cet horaire-là, mettons, si je suis payée 500 €, quelque chose comme ça, je peux déléguer du community management sur Coco Kombucha, alors que moi, ça me prend un temps de malade et que c'est pas mon métier, tu vois. Voilà, comment trouver sa zone de génie. Et toi, t'as trouvé la tienne ? Je pense que oui. Je pense tout le monde a une zone de génie. Après, tu as plein de manières de l'exprimer. Et du coup, tu as plein d'activités dans lesquelles
ça peut marcher, quoi. Oui. Et ça évolue au fil de ta vie. Mais ouais, moi aussi, j'adore apprendre, Ouais, pareil. partager, Ouais. inspirer. Et du coup, j'aime bien apprendre des trucs et après, genre, les partager avec les gens. C'est vrai que Mmh. j'adore le podcast parce que du coup, je lis des livres et tout. Et après, tiens, ça, c'est une trop bonne idée à partager dans le podcast. Et du coup, ça inspire des gens. Donc, et je pense que c'est un peu cette boucle qui me Oui. convient bien, tu vois. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Mais d'ailleurs, si j'ai une question qui permet de trouver sa zone de génie, c'est qu'est-ce que tu ne pourrais pas arrêter de faire, même si on te donnait 1 million d'euros pour arrêter de le faire? Et moi, en fait, tu as dit apprendre, mais moi, ce qui m'est venu, c'est apprendre. C'est pour ça que je faisais que des Ah bah formations. voilà. Mais j'aime trop. C'est important pour moi de me nourrir, soit des podcasts, des gens, mais vraiment découvrir des nouvelles choses, apprendre, c'est vital. Alors qu'il y a des gens qui détestent faire des formations, qui détestent lire des livres, business ou dev perso, ou tu vois. Et donc, je pense que cette question-là, pour moi, elle est vraiment, tu sais tout de suite, ce dans quoi t'es. D'ailleurs, j'en parlais avec un ami ce week-end et il adore la musique et il fait des sélections de concerts. Ça s'appelle Le Tourneur. Et aussi, il veut se lancer un peu comme DJ. Donc, il m'a dit, ouais, j'ai passé 10 heures à écouter des musiques et à trier les bonnes. J'étais là, non, mais ça, c'est un super pouvoir, tu vois. C'est quelque chose, Ouais. toi, ça te paraît naturel et t'adores. Et en fait, les autres, ça leur paraît pénible. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, la chose qui est naturelle pour toi, qui te fait plaisir, parce que tu peux y passer des heures et qui paraît difficile de l'extérieur. Ça peut être, comme toi, je pense, prendre la parole, parler sur les réseaux. Il y a plein de gens que ça impressionne, qui ne sauraient pas quoi dire ou tout ça, quoi. Mm. Ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai que souvent, on a chacun un truc qu'on fait de manière. En fait, le propre aussi d'une zone de génie, c'est que toi-même, tu as du mal à la voir parce que c'est tellement naturel pour Oui, toi. C'est que t'arrives pas à remarquer que c'est un truc de fou. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir aussi les retours des gens qui te disent ah, mais attends, ça, tu le fais super bien. Ou ah, ça exactement. paraît super fluide pour toi. Ouais, Et carrément. Moi, j'avais réalisé aussi le coaching parce que quand j'ai quitté mon job de consultante en stratégie, j'avais posté un article là-dessus et j'avais quelques personnes qui m'avaient appelé pour que je les aide à démissionner. Improbable, mais moi, j'adorais faire ça. Donc, en fait, c'est ça. Si les gens viennent souvent prendre des conseils envers toi, si ils savent que tu es un bon coach sur plusieurs aspects de leur vie, ça, c'est des indicateurs. C'est marrant. Ouais. trop bien. Et c'est quoi alors, si tu devais leur donner 3 hacks ultimes, tu vois, pour mieux entreprendre et mieux gérer son énergie, ce serait quoi? Je pense qu'il y en a un, ce serait s'écouter. Ouais. Et en fait, on le fait pas parce que on se dit que c'est pas la bonne direction, parce qu'il faut faire encore une fois comme les autres, ou c'est pas la méthode du succès. Mais déjà, apprendre à s'écouter. Qu'est-ce que tu ressens dans ta journée? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Euh, Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Et du coup, qui va t'aider à performer, quoi. Donc ça, c'est essentiel, je dirais. Et ça, c'est pas facile non plus, hein. J'apprends tous les jours à le faire encore. Le deuxième, je dirais, c'est se faire confiance aussi. Hyper important. Mais une fois que tu as choisi une voie, assume-la, quoi. Et c'est pour ça qu'au début, moi, je n'osais pas dire je suis pas en France, je travaille 5 heures par jour, je réponds pas à mon téléphone, tu vois. Ça fait très personne qui travaille pas, quoi, qui est pas motivée. Et donc, non, fais-toi confiance et une fois que tu as en place ta vision, vas-y à fond, quoi. Et le troisième, c'est prendre soin de soi aussi. Encore une fois, ça paraît très cliché, hein, mais tu es au centre de ta boîte. Et en plus, avant ça, quand même, on est là pour profiter de la vie, quoi. On n'est pas que là pour se faire violence, sinon ça n'a aucun sens. Donc, prendre soin de soi, à la fois physiquement, à la fois sur sa santé mentale aussi. Je pense que c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui n'est pas encore tant ancré finalement. Moi, j'ai découvert la santé mentale il y a 2 ans, quoi. Donc, avant ça, c'était compliqué. Mais ce seraient mes 3 conseils. Trop cool. On va arriver à la fin du podcast. Donc, j'ai juste encore 2 petites questions signature pour toi qui vont un peu se recouper du coup avec ce qu'on vient de dire. Mais si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui est en train qui veut créer la vie de ses rêves aujourd'hui, ça serait quoi? Je dirais fais-toi confiance. Ce serait vraiment le hack ultime. Parce qu'il y a une citation que j'aime bien, qui est de Ford, je crois. C'est Whether you think you can or whether you think you can't, you are right. Et en vrai, c'est ça. Tant que tu crois en toi,
peut-être que tu vas pas y arriver en 1 an, peut-être que tu vas pas y arriver en 5 ans, peut-être que ce sera pas le business que tu avais eu en tête. Mais dis-toi que ce business, ce mode de vie, en fait, tout est possible. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des business improbables, il y a des gens qui travaillent d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, ouais, c'est ça. Vraiment, crois en toi, travaille sur ta vision, ce que tu veux. Et il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, en fait. Tant que tu as l'envie et l'énergie et tu te donnes les moyens. Et c'est ça qui est cool. Oui, aussi, là, ça me fait penser à la citation de Disney. « If you can dream it, you can do it ». Donc, je dirais c'est ça, ce conseil, ouais. Trop bien. Et si tu avais une note à t'écrire à toi-même, ça serait quoi? Écoute, ce serait écoute ton intuition. Pendant longtemps, j'étais très rationnelle. Je ne croyais pas du tout à, justement, encore une fois, à s'écouter. Mais il y a tellement de choses que notre corps, il sait avant nous, que notre intuition aussi. Et on ne lui fait pas confiance, encore une fois. On se dit non, c'est pas rationnel. Mais je pense que parfois, il faut savoir écouter ce qui te donne envie. Et en fait, on sait tout le temps les décisions qu'on doit prendre, les changements qu'on doit faire. Mais parfois, on est un peu réticent. Donc, c'est ça. La partie un peu moins rationnelle de moi, ce serait écoute ton intuition. Trop bien. Merci beaucoup, Laura. Merci, Mona. C'était trop cool. Merci à tous. Si vous avez kiffé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à commenter, à partager sur Instagram en story. Avec Laura, on serait trop content de voir que vous avez écouté, que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à nous écrire sur Insta ou sur LinkedIn, vu qu'on est toutes les deux sur LinkedIn. Exactement. Et on se dit à très vite, à la semaine prochaine. Bye. Bye bye.